du JDD dit appel des modérés. Pourquoi vous avez signé cet appel et qu'est-ce que vous demandez concrètement à Emmanuel Macron pour sortir de la crise? Ce que l'on attend d'Emmanuel Macron, ce n'est pas d'imposer l'état d'urgence de la sécurité, mais tout simplement de constater qu'il y a un état d'urgence sociale et économique dans le pays. Nous attendons qu'il arrête de mener une politique qui va nous mener droit dans le mur, qu'il fasse cette politique de premier de la classe. J'ai envie de dire à M. Macron ce soir que dans une classe d'école, il y a des moyens, il y a des redoublants et que tout le monde a envie de s'en sortir. Voilà ce qu'on a envie de lui dire. Est-ce que vous allez aller demain voir Édouard Philippe et qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement, le Premier ministre? Est-ce que vous voulez établir le dialogue? Parce qu'on voit bien ici autour de la table qu'il y a d'autres gilets jaunes qui disent qu'ils ne veulent pas y aller, qu'ils ne veulent pas parler. Je ne parle pas de vous deux, je parle des gilets jaunes qui vous précédez, pardonnez-moi. Allez-y, monsieur Cauchely. Oui, effectivement, la main tendue que nous offrons au gouvernement, elle est dans un objectif de construire du dialogue, d'être constructif, de parler de la vraie vie des gens dans les régions, dans les territoires, dans les départements qui sont oubliés. Et donc, pour répondre à votre question, il y a deux solutions. Soit on continue un rapport de force et qui va mener les gens droit dans le mur, la cristallisation de la colère sur les barrages, sur les ronds-points dont parlait M. Ruffin, eh bien, à un moment donné, ça ne va plus suffire. Donc il faut aussi prendre ses responsabilités. Et évidemment, je ne représente pas tous les gilets jaunes, comme Alexandre tout à l'heure le disait sur le plateau. Nous ne représentons que quelques groupes de gilets jaunes, mais pour autant, nous avons envie d'être constructifs. Donc oui, nous allons y aller et nous allons lui proposer des choses concrètes. Est-ce que vous appelez à une nouvelle journée de manifestation samedi prochain? Moi, j'attends surtout que le gouvernement prenne ses responsabilités dès lundi avec les partis politiques et dès mardi avec nous, Gilets jaunes, et qui, dans un premier temps, acte l'arrêt de cette hausse des taxes sur les carburants, qu'ils mettent en place des états généraux de la fiscalité, qu'ils mettent en place une conférence sociale nationale, qu'ils mettent en place quelque chose de concret concernant la mobilité des territoires, et qu'enfin, ils prennent en considération ce problème de représentativité. Les corps intermédiaires ont été foutus à la porte depuis 1 an et demi par Emmanuel Macron. Le seul moment où on entend parler des syndicats, c'est lorsqu'ils prennent dans la caisse ou qu'ils refont des appartements. Donc clairement, les syndicats n'ont plus de crédibilité. Donc il est important de remettre la représentativité et clairement la proportionnelle aux élections législatives est clairement une solution crédible et tangible. Comment voulez-vous que des partis politiques qui fassent 40-50% n'aient que 20 ou 25 députés à eux tout seuls? C'est juste pas possible. La France est complètement déconnectée. Il y a une France à 2 vitesses et cela, il faut que ça cesse. Mais pour autant, il faut que ça cesse dans le dialogue et dans la construction. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. La colère est légitime, mais la violence ne l'est pas. Merci à vous, Benjamin Cauchely. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir de Toulouse. La parole à Thomas Souto qui est avec Brice Teinturier, Nathalie Saint-Cric et François-Xavier Bellamy. Et oui, on va commencer avec vous, Brice Teinturier, chef, pardon, pas chef service politique, ça c'est vous, Nathalie Saint-Cric. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. On a le sentiment ce soir d'un mouvement et de paroles qui ne se rencontrent pas, d'une forme d'impasse. Qui est le plus dans l'impasse ce soir? Est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes ou est-ce que c'est le pouvoir, le gouvernement? Je crois qu'il y a deux impasses qui sont de nature très différente. Pour le pouvoir, il y a d'abord une impasse qui tient qu'il a une question d'ordre public qui se pose aussi dans le pays. Il va bien falloir qu'il y réponde. Mais il y a une autre impasse, qu'il ne peut pas se contenter simplement des questions d'ordre public et qu'il doit absolument apporter une réponse de contenu à cette colère et à ces leviers. Sinon, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Et du côté des Gilets jaunes, ce qui me semble extraordinairement compliqué aussi pour eux, c'est qu'on voit bien que le mouvement a des ressorts très puissants dans l'opinion. On en a parlé, c'est populaire, ou des choses, tout à fait. Mais ils peinent à trouver une traduction politique pour pouvoir organiser ces revendications. Et les revendications, elles sont tellement multiples que ça agrège du soutien, ça fait écho dans l'opinion, mais ça ne permet pas, ou pas encore, de décider si on est sur un processus qui est un processus de type révolutionnaire, ou au contraire sur un processus de négociation, lequel suppose à ce moment-là d'avoir des représentants et également des revendications qui soient davantage hiérarchisées ou cadrées pour savoir à partir de quel moment on arrête en ayant le sentiment d'avoir obtenu des choses, ou au contraire on continue. Donc ce sont deux impasses aujourd'hui, en tous les cas, deux moments qui n'ont pas les mêmes ressorts, mais qui ne permettent pas, ou pas encore, d'aboutir à un schéma de sortie. Nathalie Saint-Cric, comment on sort d'une double impasse? On a l'impression peut-être que le pouvoir est un peu dépassé. Quel est votre sentiment sur cette crise que vous suivez depuis le premier jour? Honnêtement, j'ai absolument aucun avis. Ce qui est rare. Une solution. Ce qui est rare. Ça serait ridicule, ça serait une présomption absolument imbécile et une prétention totale, si je me permettais de dire des choses pareilles. Ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est de voir la convergence des luttes politiques et des oppositions. Là, sur ce plateau ce soir, Nicolas Dupont-Aignan,
national, on voit M. Ruffin, M. Mélenchon, c'est qu'en gros, toute l'opposition, ou du moins la majorité de l'opposition, s'engouffre, alors c'est pas de la récupération forcément, mais s'engouffre dans cette récupération ou pas? Il y a des forcément. On a un petit peu l'impression. Évidemment, il y a de la récupération, parce qu'à partir du moment où on a un mouvement spontané qui donne l'impression de faire adhérer plus de gens que les malheureux adhérents des partis politiques, c'est logique, c'est humain, dirons-nous, que tout le monde s'engouffre dans cette brèche. Mais après, il va falloir qu'à un moment donné, si tout le monde soutient les Gilets jaunes de cette façon-là, les politiques, de moins, nous expliquent exactement ce qu'ils veulent, parce qu'on peut très bien considérer qu'il faut plus dépenser. Mais alors à ce moment-là, tous les partis qui considèrent que le déficit on laisse filer, il va falloir qu'ils nous expliquent, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur aussi l'immigration, ça ne reste pas sur le ras-le-bol fiscal et les taxes, et pour qu'on comprenne pourquoi tous ces représentants politiques les suivent alors qu'ils ne sont absolument pas d'accord sur rien. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment d'une montagne de problèmes et que finalement on n'arrive pas à dénouer ces problèmes. Là, je me tourne vers vous, François-Xavier Bellamy, philosophe, essayiste et maire adjoint sans étiquette à la mairie de Versailles. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on sort? Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, en tant que politique? Moi, il me semble qu'il y a plusieurs temps dans la réponse à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a le temps court et puis le temps long. Le temps court, c'est qu'évidemment, il faut sortir de l'impasse. Les gens sont dans l'urgence, dans le quotidien, dans le temps court. Ils ont envie d'avoir des réponses dans le temps court. Bien sûr, dans le temps court, il est impératif de trouver des réponses. Et la première réponse, évidemment, c'est, me semble-t-il, de geler cette augmentation de taxes. Parce que ce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est la souffrance de tant de Français qui voient leur niveau de vie se dégrader, qui vivent la pression fiscale de manière de plus en plus forte, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et il y a une question de dignité dans le rapport au travail qui est très importante ici. Et il me semble qu'on doit prendre en compte cette souffrance. Je la vis aussi comme enseignant. Je vois bien à quel point aujourd'hui, cette France qui travaille et qui souffre, on a cru peut-être pouvoir puiser des réserves indéfinies. Rappelons quand même que en 2002, qui souffre et qui bien sûr, parce qu'elle était silencieuse. Les prédécesseurs du gouvernement, etc. Moi, je suis un élu local parmi bien d'autres, et je crois que les élus locaux sont bien placés pour vivre et pour voir cette souffrance. Mais rappelons-nous, en 2002, l'État prélevait 670 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. En 2017, c'était 1038 milliards. Et le rapporteur du budget vient d'annoncer qu'en 2019, on serait encore au-delà. Donc il y a une pression qui est devenue évidemment intenable et qui fait de la France le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds au monde. Alors évidemment, c'est un peu... Ça, c'est la réponse de long terme. Et après, il y a un travail de long terme qui va être très long pour reconstruire la confiance. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce qu'on a échangé ici, c'est la crise des institutions, c'est la crise de la représentation, qui est aussi la cause de la paralysie des Gilets jaunes. Parce qu'ils ne croient plus dans le fait même de la représentation. Et c'est cela qu'il va falloir retravailler petit à petit. Je crois que de ce point de vue-là, on aurait évidemment tout intérêt à reconstruire les corps intermédiaires, à revitaliser le débat local, parce que c'est de là que va partir une réponse de plus long terme pour sauver les institutions qui, Emmanuel Todd le disait tout à l'heure, sont vraiment notre trésor commun. La politique ne consiste pas à être tous d'accord, mais à pouvoir élaborer des manières paisibles de résoudre nos désaccords. Nathalie, c'est ça qu'il faut sauver aujourd'hui. J'ai entendu tout à l'heure dans les deux débats la volonté des représentants des Gilets jaunes d'émerger comme force politique, c'est pas faire la même chose que les partis politiques, mais d'émerger. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé en miroir, pas exactement avec la République en marche. C'est un peu l'idée de la République en marche l'a fait, pourquoi on le ferait pas? Voilà, oui, brief, vraiment d'un mot, et après on va partir à la réunion avec Juste sur le temps court, parce qu'on est en crise sur le moment court, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si même la suppression ou l'abandon de l'augmentation des taxes suffirait. On a entendu l'augmentation des taxes, on a entendu l'ISF, on a entendu la démission de Macron. Donc en réalité, on ne sait pas aujourd'hui quelle serait la solution de temps de crise qui permettrait réellement de faire en sorte que le mouvement puisse ensuite se calmer. Ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle n'est pas seulement parisienne, loin de là, et on va donc partir tout de suite en région avec vous. Oui, on part tout de suite à la Réunion, effectivement. On va retrouver Sophie Gastrin. Bonsoir à vous, vous êtes en direct depuis Saint-Denis-la-Réunion. Après de vives tensions, le calme est-il revenu après la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin? Bonsoir Léa, et oui, ce week-end a été calme ici à l'île de la Réunion, notamment à Saint-Denis, que vous voyez illuminé juste derrière moi. Après 15 jours de blocage par les Gilets jaunes, ponctués par des violences et des pillages la semaine dernière, eh bien, ce dimanche, la vie a repris quasi normalement. Les automobilistes ont pu circuler sur les routes de l'île, les stations-service ont été réapprovisionnées en carburant et les principaux barrages ont été levés. Des barrages levés juste après la visite de la ministre des Outre-mer. Pendant 3 jours, Annick Girardin n'a pas hésité à mouiller la chemise, à aller au contact direct des Gilets jaunes sur différents barrages. Elle a également fait un certain nombre d'annonces, des mesures en faveur de l'emploi et de la lutte contre la vie chère, principale revendication des Gilets jaunes ici à La Réunion, car
les écarts de prix avec la France métropolitaine sont de l'ordre de 10 à 30% plus chers. Ce soir, un barrage reste en place, c'est celui du poumon économique de Lille, à savoir le port maritime, bloqué depuis le 17 novembre. Aucune marchandise ne sort. Ce soir, le préfet tire la sonnette d'alarme et affirme que des pénuries inquiétantes sont à prévoir dans les prochains jours, notamment dans les grandes surfaces et dans les hôpitaux. Et ce soir, les Gilets jaunes affirment que leur mobilisation va se poursuivre demain, lundi. Ils appellent à ne plus bloquer les routes, mais à mettre la pression demain sur les institutions et appellent à se rassembler devant la préfecture, le conseil régional et les mairies. Merci à vous, Sophie Estrin, pour ce point depuis la Réunion. Dans un instant, on va vous donner la parole à chacun d'entre vous. Quelques secondes chacun pour le mot de la fin. Vous nous direz comment sortir de la crise, si vous avez une solution. Encore quelques mots pour conclure cette émission. Mais avant, je voudrais qu'on fasse juste un petit tour par les réseaux sociaux. Justine Salgon. Justine, est-ce que ça a beaucoup réagi ce soir? Est-ce que ça a beaucoup commenté? Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Bien, écoutez, il n'y a pas eu de réaction politique spécifique. En revanche, les internautes, des anonymes, des gilets jaunes, oui ou non, répondent massivement et réagissent à ce qui se dit sur le plateau. Et ce sont les propos d'Emmanuel Todd qui ont beaucoup fait réagir. Regardez ce que dit cet internaute Emmanuel Todd sur France 2. Les gilets jaunes nous ont donné la fierté d'être français. Il me semble que nous sommes nombreux à partager cet avis. Il y a de nombreux tweets qui vont dans ce sens. Pareil pour cet internaute, complètement d'accord avec Emmanuel Todd. Ce déploiement de la violence répond aux violences sociales et psychologiques, de l'accroissement des inégalités sociales. Je condamne les violences, mais malheureusement, je les comprends. Alors les propos de M. Ruffin ont aussi fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Certains ont parlé d'hystérie et d'autres adhèrent complètement à ces propos, comme cette personne. Bravo M. Ruffin, tu t'enflammes, mais c'est de la colère saine, la colère du peuple. Autre réaction, celle-ci, bravo M. Ruffin, vous êtes la voix des Français. Merci beaucoup Justine. On va donc en finir avec cette soirée spéciale Gilets jaunes, mais on sent bien que notre problématique n'est pas réglée. Donc comme le disait Léa, ce qu'on va vous demander, c'est peut-être une solution, une piste, une esquisse, en essayant de sortir des schémas politiques préinscrits ou préconstruits. On va commencer avec vous, Amélie de Montchalin. Qu'est-ce qu'il faut faire demain matin? Il faut absolument se refaire de la politique, s'occuper de la réalité, parler précisément des différentes difficultés qui sont montées. Pour ça, il faut absolument qu'on retrouve une capacité de dialogue. On est des citoyens, tous ici autour de la table. Certains sont engagés en politique parce qu'ils ont été élus. On est au départ tous désengagés parce qu'on ne devient pas élu par hasard. Et je pense qu'on a à retrouver de citoyen à citoyen, de français à français, de française à française, un dialogue pour qu'on se parle de la réalité au plus près de là où elle est vécue et qu'on sorte des grands anathèmes politiques et de ceux qui veulent prospérer sur le chaos que certains entretiennent. Bien savamment. Nicolas Dupont-Aignan. Le chaos d'aujourd'hui, c'est le fruit de 20 ans de politique, où on est en concurrence dans le monde avec des esclaves, et donc les Français deviennent eux-mêmes des esclaves. C'est le même choix politique qui a été fait, simplement Emmanuel Macron l'a poussé à son paroxysme. Et donc il y a des mesures très simples, il y a des choix. Je dis à Mme Saint-Cric qui disait, oui, c'est du... Non, il y a des choix politiques. Et moi, depuis des années, je défends d'autres choix. Donc je continue. Il ne fallait pas augmenter, il faut arrêter cette hausse. Il faut rendre l'argent que vous avez pillé aux retraités, il faut le rendre aux retraités. Et puis il ne faut pas faire d'autres dépenses. Il y a le train de vie de l'État, il y a ce qu'on donne à l'Union européenne, il y a ce qu'on donne pour l'accueil des migrants qui sont des clandestins alors qu'il faut aider déjà ceux qui sont sur notre sol à vivre correctement. Il y a d'autres, taxer les transactions financières, éviter que les GAFA ne payent pas d'impôts au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Il y a de l'argent à trouver, on sait où il est. C'est un choix politique. Et moi je me réjouis qu'il y ait enfin le peuple français qui se réveille. Maintenant, il ne faut pas que ce soit pour le pire. Et on ne veut pas de la violence, les Français ne veulent pas de la violence. Donc on peut changer les choses. J'ai dit ma fierté d'être français pour les Gilets jaunes, mais je dois dire quelque chose qui m'attriste et qui est commun à tous les acteurs, en fait, depuis que j'entends ça, c'est que les gens ne semblent pas comprendre d'un côté et de l'autre que la France, si elle a une culture et un peuple, n'a plus un système politique indépendant. Elle est dans la zone euro, elle est dans l'Union européenne. Aucun gouvernement ne peut résoudre les problèmes économiques de la France, de gauche, de droite, etc. Et donc, et je sais bien le caractère désespéré de ce que je dis, puisque seulement 28% des Français, en mars 2017, pensaient qu'il fallait sortir de l'euro. Donc une sorte d'aveuglement national collectif sur le mal qui petit à petit nous tue. Et là, je dois dire que tous les acteurs sont dans le même brouillard. Et je m'excuse de devoir, chaque fois que je suis sur un plateau de télévision, ce qui heureusement n'est pas fréquent, devoir répéter cette chose. Mais si vous voulez, c'est comme le type qui dit « Ah là là, ce patient a besoin d'un triple pontage, il le réclame sans arrêt, c'est toujours la même chose, il est vraiment embêtant. » Quand vous déplacez le débat sur le terrain,
ça tombe bien, puisqu'il y a des élections. Non, c'est le parce que la peuple France, le système des élections français, européennes. nous sommes asphyxiés. Et l'asphyxie monétaire, l'incapacité, la perte de souveraineté monétaire, lance les Français les uns contre les autres. Emmanuel Todd, On a entendu merci. votre point de vue. François Ruffin, le mot de la fin pour vous. Je dis qu'il faut une réponse politique et non pas une réponse policière. Il faut que le président change ou qu'on change le président. Et comment il peut changer? Il peut changer en faisant fi de son orgueil pendant un temps. Faisant fi de son orgueil et prendre des réponses simples qui ne vont pas tout résoudre, mais qui vont dégonfler la colère des gens. Un, je leur ai dit, rendons l'ISF d'abord. Deux, on abat cette taxe gasoil. Et troisième point, dès demain après-midi, l'Assemblée nationale va voter le doublement du crédit impôt compétitivité emploi dont on sait qu'il n'était pas efficace du tout. La moitié pour les multinationales. Le plus gros bénéficiaire en France, c'est Carrefour, c'est-à-dire Bernard Arnault qui a son pavillon de son yacht aux îles Caïmans. On a le deuxième, c'est Meunier qui a mis sa fortune en Belgique. Ce sont eux qui sont les principaux bénéficiaires de cette mesure-là, quand dans le même temps on a gelé les pensions, les allocations, le SMIC. Et très clairement, dans un document qui a été transmis à l'Union européenne, on en est là, un plan budgétaire, on annonce que ce relèvement du CICE sera financé par le relèvement de la fiscalité écologique. Donc, un, on rend l'ISF, on remet l'ISF. Deux, on supprime cette taxe sur le gasoil. Et trois, dès demain, les députés eux-mêmes, à l'Assemblée nationale, peuvent faire un choix clé, qui est de faire un moratoire sur ces 40 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi. Merci François Ruffin et Chaignan. Écoutez, moi je suis fier d'appartenir à cette mobilisation nationale. Je vois tous les jours que les Françaises et les Français qui sont sur le terrain sont exceptionnellement inventifs, créatifs, responsables en réalité. Ils ont des bonnes idées, ils connaissent leur vie, ils connaissent le pays. Ils souhaitent reprendre la main sur leur pays, le destin et l'avenir de leur pays. Donc aujourd'hui, moi je souhaiterais plus m'adresser, si vous me permettez, à toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés pour leur dire que nous, notre initiative est telle qu'on les invite à s'inscrire sur notre site giletsjauneslemouvement.com et se structurer afin de demander une seule simple chose, c'est de demander la dissolution de l'Assemblée nationale et de pouvoir participer aux élections et de porter un autre projet de société, parce que je pense que le vrai malheur en fait de tous les partis politiques, c'est que aujourd'hui sur le plateau on voit il y a des choses que M. Ruffin dit, il y a des choses que M. Dupont-Aignan dit avec lesquelles en fait on ne peut qu'être d'accord, mais le problème c'est que souvent dans les élections, dans les confrontations, il y a toujours des dogmes en fait, et sur le terrain on voit qu'il n'y a pas de dogme en fait, que les gens sont capables d'unir plein de sujets différents et ne pas être justement dans des approches dogmatiques mais dans des approches intelligentes et constructives. Le dernier mot, il est pour une, Gilets jaunes, en l'occurrence c'est vous, Ingrid Levavasseur. Alors je vous ai observé, écouté les arguments du